Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay, dans la foulée sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la politique qui continue de nous accompagner, qui continuera de nous accompagner bien sûr jusqu'au second tour des élections législatives françaises et sans doute au-delà, mais l'événement politique du jour, c'est la victoire écrasante qui est attendue de la part du Labour, du Parti travailliste britannique, prêt à reprendre le pouvoir au Royaume-Uni. Après 14 ans de pouvoir conservateur et 8 ans de Brexit, les sondages donnent une victoire écrasante pour le Labour de Keir Starmer et peut-être même en face de cela une défaite historique pour le Parti conservateur, emmené aujourd'hui par Rishi Sunak. Nous en parlerons avec nos experts dans un instant et avec notamment un investisseur britannique de nationalité qui aura un regard sans doute effectivement peut-être encore plus précis que le nôtre sur les enjeux de cette élection britannique qui semble montrer que on peut traverser le pic populisme à partir d'un certain stade. En tout cas, les marchés voient cette élection comme étant plutôt un fleuve tranquille par rapport à la situation française qu'on peut observer dans cet entre-deux tours. La France qui a réussi néanmoins à placer sa dette, c'était le deuxième test majeur depuis la dissolution annoncée le 9 juin par Emmanuel Macron. La France qui a placé du 10 ans, du 30 ans, du 40 ans. Au total, ce sont 10,5 milliards d'euros qui ont été levés. Si les investisseurs ne délaissent pas la dette française, en revanche, ils ne sont pas prêts à surpayer les émissions de l'Agence française du Trésor. On l'a vu avec les résultats de l'adjudication à 11h ce matin. Là aussi, ce sera un sujet de commentaire avec nos invités dans un instant. Qu'en est-il du statut de l'OAT aujourd'hui et demain après l'émergence d'une nouvelle gouvernance politique, on va dire les choses ainsi, pour la France. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous ferons le bilan justement de la gestion thématique sur l'ensemble de ce premier semestre 2024 et c'est Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec vous, Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et j'ai omis de le préciser, c'est une séance calme en Europe, en l'absence des marchés américains, jour férié évidemment pour la fête nationale de l'indépendance américaine. Oui, et malgré ça, l'ensemble des bourses européennes est en hausse. Le CAC 40 reste d'ailleurs sur sa lancée d'hier et gagne 0,8% pour se rapprocher des 7700 points. En soutien du CAC 40, aujourd'hui, on retrouve les valeurs bancaires. Société Générale est en hausse de 3%, Crédit Agricole et BNP Paribas de plus de 2%. D'ailleurs, selon Bloomberg, BNP Paribas et AXA discutent de rapprocher leurs activités de gestion d'actifs. Le dialogue tournerait autour de la création d'une co-entreprise entre AXA Investment Managers et BNP Paribas Asset Management, toujours selon ses sources. Si ce rapprochement est effectif, il représenterait 1400 milliards d'euros d'encours sous gestion. Mis à part cela, et je le disais en introduction, on en parlera largement avec nos invités dans un instant, l'événement politique du jour se situe outre-Manche. Oui, 48 millions d'électeurs prennent la direction des urnes pour élire les 650 membres de la Chambre des communes, avec une large victoire du Labour attendue pour la première fois depuis 14 ans. Du côté du marché obligataire, l'agence France Trésor a émis pour 10,5 milliards d'euros d'OAT. Aujourd'hui, le rendement de l'obligation française à 10 ans se stabilise autour des 3,25-3,30%. Le rendement de l'obligation allemande de même échéance tourne autour de 2,57%. L'écart entre ces deux obligations est autour de 70 points de base. L'agenda du jour était relativement léger en matière de publication économique. Quelques indicateurs quand même sont à signaler. Oui, les investisseurs ont tout de même pris connaissance des commandes à l'industrie allemande du mois de juin qui recule de 1,6% sur un mois, un repli bien plus important que le mois dernier, moins 0,6%, et alors que le consensus tablait plutôt sur une hausse de 0,5%.
Qu'est-ce qui retient votre attention du côté de l'actualité des entreprises ce soir, Pauline ? Alors, dans l'actualité, Pluxee, la filiale des titres restaurants et chèques cadeaux de Sodexo, lâche plus de 10% au sein du SBF 120 malgré un relèvement de son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2024. L'entreprise qui a été introduite en bourse le 1er février dernier fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 18% en données organiques pour le 3e trimestre, mais cela ne suffit pas à rassurer les investisseurs. Une autre chute au sein du SBF 120, c'est celle de Atos qui lâche 9%, toujours plombée par les rebondissements concernant sa restructuration. Un accord avait été trouvé en début de semaine avec les créanciers, mais l'action est toujours très volatile. Enfin, côté réglementation, l'Union européenne relève ses droits de douane à partir de demain jusqu'à 37,6% pour les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine. Un mot de l'agenda de demain, Pauline ? Demain, Wall Street rouvrira donc ses portes avec au programme la publication du très attendu rapport mensuel sur l'emploi de juin. En France, la balance commerciale et la production industrielle de mai sont attendues. Pour l'ensemble de la zone euro, les ventes de détail du mois de mai seront publiées. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz est avec nous, le directeur de la recherche de LBP AM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vincent Lecartier nous accompagne également, gérant et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Et Paul Jackson, enfin à nos côtés, le responsable monde de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Bonsoir Paul. Ravi de vous retrouver à plusieurs titres. Je me suis permis de préciser en introduction votre nationalité britannique. Vous êtes un éminent sujet de Sa Majesté et votre présence m'intéresse à double titre. J'estime toujours qu'on a une compréhension un peu plus profonde des mécanismes électoraux quand il s'agit de son pays. Donc je serai ravi de vous entendre dans un instant sur les enjeux de cette élection britannique. Mais je serai aussi très content d'avoir votre regard extérieur sur la situation politique en France et comment un investisseur global regarde ça aujourd'hui. Parlons du Royaume-Uni. Paul, c'est en doute peut-être une victoire historique qui attend le Labour de Keir Starmer, peut-être plus importante encore que la victoire de Tony Blair en 1997. Face à cela, c'est une défaite historique peut-être qui s'annonce également pour les conservateurs de Rishi Sunak. 14 ans de pouvoir, 8 ans de Brexit seront venus à bout peut-être du plus vieux parti britannique et peut-être un des plus vieux du monde, 300 ans d'histoire. Comment est-ce qu'on en arrive là et comment est-ce qu'on explique que l'élection attendue de Keir Starmer et du Labour soit aussi marquette positive? D'abord, je crois, après 14 ans de pouvoir, il y a une espèce de... peut-être le gouvernement est épuisé et la public aussi. On en a marre quelque part du même gouvernement. Mais aussi, il y a le Brexit, que voilà, c'était les conservateurs qui avaient appelé un référendum, et puis ils avaient négocié un Brexit qui était assez dur. Et je crois que la plupart des Britanniques maintenant se sont rendus compte que, ou peut-être c'était pas les meilleures des idées. Et puis, comme ailleurs, aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans le monde, dans l'ensemble, on avait la pandémie qui a fait un choc économique, et puis avec l'augmentation du prix du coût de vie. La crise du pouvoir d'achat, la crise du coût de la vie. Oui, et c'est quelque chose qui a beaucoup impacté tous les gouvernements en place à cette époque. Donc le gouvernement britannique s'est affaibli en termes de l'opinion du public, mais aussi ils n'ont pas été aidés par tous les scandales qui est arrivé. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui produit, si on est en pouvoir pendant une telle période. Donc, pendant la pandémie, il y avait beaucoup de problèmes
et surtout le problème les fêtes qui se sont faits à l'intérieur de Downing Street. C'était donc l'époque Boris Johnson, effectivement. Et puis, ça s'est suivi par Liz Truss, c'est une catastrophe prévisible. Et après, Rishi Sunak qui est arrivé, qui était censé d'être, enfin, il y a un adulte qui est revenu à la table. Ouais. Mais trop tard. C'est trop tard, mais en plus, il a pris des décisions bizarres. Il est toujours, je dirais, dirigé par la partie extrême droite de la partie conservateur, et ça n'a pas été bon pour le business, n'a pas été bon pour la population, donc on en a marre. Ouais. Et donc l'alternance est plus que légitime, si j'entends votre analyse. Ouais, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce stade. Comment cette alternance s'annonce? Ce qui est intéressant, moi je veux comprendre un petit peu qui est Keir Starmer et sa plateforme, comme on dit. J'ai compris que c'était plus Jeremy Corbyn, enfin plus le Labour de Corbyn, que c'était peut-être pas non plus totalement le New Labour de Tony Blair, mais il y a quand même quelque chose, quand on lit la presse financière internationale, qui est très pro-business, très pro-worker. Sur le Brexit, visiblement il a été capable d'aller récupérer des pro-Leave, du Brexit, peut-être 25% des Leave qui ont voté ou revoté Labour à l'occasion de cette élection, avec un slogan qui est plus le « Make Brexit done », c'est « Make Brexit work » désormais. Ouais, je dirais que plutôt le message de Labour, c'est le temps pour un changement. Il faut changer. On ne peut pas continuer comme ça. Mais il est vrai que dans leur programme, il y a très peu qui est radical. Et au niveau fiscal, c'est les mêmes règles fiscales que le gouvernement qui leur précédait. Stabilité. La ligne de conduite, c'est donner de la stabilité, de la visibilité au monde du business. C'est la stabilité, mais aussi d'avoir la stabilité dans les processus de prendre des décisions. Comme je disais, Rishi Sunak, il a inversé pas mal de décisions côté changement du climat, leur attitude envers de l'énergie renouvelable. Et aussi, de l'autre côté, la politique sur le pétrole, l'accès au gaz et au pétrole dans la mer Nord. Donc, il y a beaucoup qui a changé et ça a perturbé les business qui ne savent pas sur quel pied danser. Et quand les business se trouvent dans cette situation, c'est très difficile à investir. Ouais. Donc, stabilité. Et oui, c'est pas du tout le même parti Labour que de Jeremy Corbyn. C'est plus aligné avec Tony Blair, mais je dirais sans l'enthousiasme qu'il y avait pour Tony Blair. Ah oui. Il n'y a pas du tout un enthousiasme pour Keir Starmer. Il n'y a pas ce charisme. Il n'y a pas ce charisme qu'on pouvait avoir chez Tony Blair. Et parmi la public, quand on demande, OK, quel est votre avis sur Keir Starmer, il est aussi, je ne veux pas dire détesté, mais son ranking est au même niveau que les gens dans le passé qui ne réussissaient pas à être élus comme Premier ministre, mais il a la bonne chance que Rishi Sunak est encore plus détesté. Il profite d'une situation, exact. Néanmoins, il va être quand même mis à l'épreuve. J'aime bien l'idée d'un retour à quelque chose de a bit boring, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que décrit Paul Keir Starmer, c'est pas flamboyant, c'est un peu ennuyeux, et en même temps, et comme il le dit dans sa campagne, on est là pour vendre un espoir, évidemment, mais un espoir raisonnable, un espoir normal. Et on a l'impression qu'on retrouve ça après 8 années de Brexit, et c'est ce que je disais, d'un espèce de pic populisme, au moins au Royaume-Uni, qui semble dépasser aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on vit dans le monde de l'image, et son image, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui semble apaisé.
Et comme disait Paul, je pense que le plus important, c'est cette idée de changement. Et il y a un peu de populisme, mais c'est un populisme, je dirais, constructif, dans le sens où il traite des sujets qui touchent beaucoup les Anglais. Il y a le Brexit. Aujourd'hui, je pense que, comme l'a dit Paul, la plupart des Britanniques pensent que c'était une erreur. Il n'empêche que Farage va, avec son nouveau Réforme groupe, UK. Voilà, on verra où il arrive, s'il est en tête devant les conservateurs ou pas. Oui, sauf que là, c'est important. Là, finissez, Sébastien. Sur l'histoire des majorités à la Chambre, dans le sens où il va avoir un groupe très très petit, même si au niveau des résultats des élections, il peut effectivement faire un bon résultat. Non, mais je reviens sur la personne, sur le changement. Et le changement, c'est quoi ? Il y a, comme en France, les problèmes de pouvoir d'achat, et donc c'est un des éléments qu'il veut traiter. Mais il y a plusieurs sujets sociétaux qui sont importants en France aussi et qu'il essaye, auxquels il veut s'attacher. C'est le problème de la santé, et qui est quelque chose de très important pour les Anglais, parce que le système, les NHS, ne fonctionne pas bien. Les gens doivent attendre. Comment il va les traiter, on ne sait pas, c'est le mystère. L'immigration est quand même un sujet qui reste très important aussi au Royaume-Uni. On sait qu'il a été mal géré, il y a des déficits sur ce nombre de personnes dans ce nombre de secteurs, mais il y a aussi cette immigration qui essaye d'arriver au UK, comme celle qui arrive ici, et qui crée des tensions. Il veut travailler sur ce sujet. Et il y a, c'est vrai, celui de la transition énergétique, un autre sujet très important, outre le fait que ça n'apporte pas de visibilité. Donc, il y a plein de sujets sociétaux qui créent un peu d'espoir. C'est peut-être pas de l'euphorie, mais de l'espoir. Et c'est très bien structuré avec, au-dessus de tout ça, le calme et le fait de donner de la direction pour l'avenir. Sur la fiscalité, il est accusé par les conservateurs. Vous allez voir, les impôts vont monter, les impôts vont monter, les impôts vont monter. Alors, de ce que je comprends, il dit, l'impôt sur les sociétés, on va le caper à 25%, je crois que c'est aujourd'hui maximum. C'est un des plus bas taux qu'on a aujourd'hui parmi les pays développés. On n'ira jamais au-delà. Et si on doit changer ce taux, parce qu'il y a une concurrence fiscale qui s'installe derrière, on vous préviendra. C'est-à-dire, on ne fera pas ça comme ça au dernier moment. Il y aura chaque année, effectivement, un moment dédié à la fiscalité et aux taxes pour repenser, s'il faut, le système de taxation. Mais on ne fera pas ça à l'emporte-pièce. Donc, je pense que s'il y a un message, et c'est plutôt rassurant, c'est vrai, mais bon, on voit bien qu'ailleurs, les sujets sont à peu près les mêmes, mais on n'arrive pas à créer une sorte d'unité. Oui. Et pour une nation, c'est important qu'il y ait un peu d'unité sur les sujets. Ils ont le Brexit, le choc du Brexit. Mais encore une fois, il y a une partie de la population qui continue à penser que travailler avec l'Europe, c'est compliqué. Mais d'autres pensent qu'économiquement, moins, ça devait apporter quelque chose que le Brexit n'a pas apporté, et c'est important. Donc il y a aussi les problèmes de sécurité. Mais je pense que c'est trouver de l'apaisement dans la société anglaise, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il va réussir? C'est le mystère. Mais c'est vrai que ça se fait sur une plateforme qui se veut sérieuse, après ce qui s'est passé sur l'épisode de Liz Truss. C'était un vrai choc pour les Anglais. Et lui, il veut apaiser. Est-ce qu'il va réussir? S'il réussit dans une économie ou une population apaisée à faire quand même des réformes, parce qu'il faut avoir une politique très claire sur la transition, sur la santé, c'est des sujets très importants. Sur l'éducation, il veut embaucher 6500, je crois, nouveaux professeurs. Enseignants. Donc il faut quand même des ressources financières pour faire tout ça. S'il arrive à apaiser, je pense que c'est important pour cette lutte que tout le monde voudrait voir finalement arriver contre les populistes. Tout le monde pensait qu'Obama avait réussi, que même Macron avait réussi. On voit bien que ce n'est pas le cas. Tout ça est compliqué. Est-ce que le UK sera celui qui nous montrera la voie pour demain? Encore une fois, je dis, ils sont passés par 8 ans de Brexit et des moments de populisme assez exacerbés qui ont eu des répercussions importantes, y compris sur le plan des marchés financiers avec l'épisode Truss octobre 2022. Vincent, quels sont les anciens... Alors, le scrutin n'est pas terminé au Royaume-Uni, mais si on se fie aux projections des sondeurs, quels sont les enseignements que vous en retirez pour le Royaume-Uni, pour le cas d'investissement britannique, et puis par répercussion vu de chez nous, en France et en Europe?
Probablement plus de visibilité. Là, je rejoins ce qui a été dit. Ce qui veut dire que pour les marchés, c'est plutôt une thèse qui redevient intéressante. Vous avez une valorisation qui est grosso modo un point en dessous de celle des autres marchés européens. Une volatilité un point en dessous de celle qui est sur les autres marchés européens. Un rendement un point au-dessus des autres marchés européens. Une très belle diversification sectorielle, avec de très belles sociétés. Vous avez un point fort pour moi, quand je le regarde de l'extérieur, qui est la partie énergétique, matières premières, qui manque dans beaucoup d'autres indices. Donc il y a une forme de complémentarité qu'on peut essayer de trouver sur ce marché par rapport au DAX, par exemple, qui a zéro énergie sur le DAX. Moi, je trouve que c'est une belle complémentarité qu'on peut essayer d'y trouver. Donc je pense que le cas anglais, avec une forme de prévisibilité sur la fiscalité, sur ce genre de choses, je pense que ça doit attirer un petit peu les investisseurs internationaux, surtout si la France perd un petit peu de son momentum. Alors je ne sais pas si c'est durable. De mon point de vue, c'est plutôt temporaire. Parce qu'en réalité, les actions du CAC 40 elles sont à 15% domestiques. LVMH, j'exagère, mais se fiche de ce qui se passe en France. Ça n'a pas beaucoup de, ça a pas énormément d'impact, hormis une réforme fiscale sur le. Voilà, je pense que ça changerait pas grand-chose sur leur business model. Donc, je pressens que ça sera fugitif. Mais vous dites quand même, si le UK, enfin, je veux dire, c'est pays G7 là aussi, si le UK redevient un peu plus facilement investissable pour un certain nombre d'investisseurs globaux, ça veut dire que d'autres marchés avec un peu moins de momentum, peut-être, seront moins privilégiés. Soit vous le faites par ponction sur les US, j'ai des doutes vu le contexte actuel, soit vous le faites par ponction sur les émergents. Là, pourquoi pas, puisque les émergents sont toujours pas spécialement à la mode, à part quelques pays, mais globalement, la thématique est pas extrêmement porteuse. Soit vous le faites par ponction sur d'autres zones européennes, voilà, d'autres pays européens. Donc, je pense que la France faisait partie des pays qui étaient plutôt captifs pour beaucoup d'investisseurs internationaux, parce que le luxe ou ce genre de thèmes sont absents ou peu présents, en tout cas, dans les grands indices internationaux. Donc, ponctionner un petit peu d'allocation du CAC 40 pour la réattribuer sur le FTSE, je pense que certains investisseurs y pensent, et voire même l'acte. Ça paraît pas idiot, oui, effectivement. Comment vous regardez le cas des investissements britanniques? C'est vrai que dès l'annonce des élections anticipées en mai par Rishi Sunak, on a vu quand même continuellement le sterling se renforcer à nouveau. Alors, je redonne, pré-Brexit, on était sur des niveaux de 1,50, 1,60, 1,70 sterling-dollar. Donc, on n'est plus du tout dans cet univers-là, autour de 1,27. C'est un mouvement qui peut se poursuivre, selon vous, Paul? Qu'est-ce que vous recommandez sur les actifs britanniques là? Peut-être, mais les résultats des élections britanniques ne seront pas une surprise. Non. C'est quelque chose qui a été indiqué dans les sondages depuis 2 ans. Oui. Et puis là, on n'est plus dans la marge d'erreur comme le Brexit. C'est-à-dire que là, visiblement... Donc, pour avoir une réaction dans les marchés importante, je crois que ça devait être une surprise. Il n'y aura pas de surprise. En fait, la surprise sera qu'il n'y aura pas de surprise. D'accord. Et donc, il peut y avoir un impact positif, mais je dirais que ça sera une ampleur assez minimale. Mais quand même, il y aura plus de confiance. Vous parliez du sterling. Oui, c'est vrai, à une époque, avant le Brexit, contre le dollar, 1,50, 1,60. Mais le Brexit a clairement affaibli sterling et on ne va pas atteindre ces niveaux, à part peut-être des pics cycliques si on veut rêver. Et pour moi, le sterling probablement va s'orienter entre 1,30 et 1,40. D'accord. Après cet affaiblissement. Mais et en ce moment, parce que la Banque d'Angleterre ne baisse pas ses taux, et il y a plus de 25 banques centrales qui ont déjà baissé leurs taux. Peut-être le sterling
bénéficient de ce fait cet aussi, écart. comme le dollar. Très clair. Mais au moins, je crois, oui, encore une fois, maintenant, c'est les adultes qui gèrent le pays. Et ça sera, j'espère, une bonne chose. Peut-être il y aura une relance de confiance parmi les Britanniques. En 97, j'habitais en France, donc mais quand je rentrais, très peu de temps après les élections de Tony Blair, c'était clair qu'il y avait une confiance. C'était booming. C'était booming. C'était la fête. Et peut-être. Après les élections d'aujourd'hui et demain, peut-être on va prendre le thé et le gâteau dans l'après-midi et peut-être donc on fait plus boring. Afternoon tea. Mais ça ne sera pas la fête totale. Mais je crois qu'il peut y avoir une augmentation de la confiance qui peut aider l'économie, mais comme les problèmes économiques sont assez profonds, ça ne va pas aller. Oui, ça ne sera pas explosif. Ouais. J'ai bien compris le message. Qui sera le premier opposant du Labour de Keir Starmer au pouvoir? Est-ce que ce sera le Parti conservateur ou est-ce que c'est peut-être là la fin du Parti conservateur britannique? 300 ans d'histoire. OK. Je crois que c'est entre les conservateurs et les Liberal Democrats. D'accord. Difficile à dire. Les sondages les plus difficiles à lire pour les conservateurs le ramènent à peut-être 50 sièges dans le Parlement parmi 650. Donc ça c'est la vraie catastrophe. À mon avis, les voix réelles, les résultats réels ne seront pas aussi graves que ça. Donc probablement, ça sera toujours les conservateurs en deuxième place. On parlait de réforme et oui, vous avez raison. Peut-être même avec 15% des voix, peut-être ils auront 3 sièges. D'accord. Au Parlement. Donc il ne sera pas une force politique pour l'instant. Entre 50 et 100 sièges, on va dire, pour les conservateurs. C'est peut-être ce qui les attend à l'issue de ces élections. Venons-en à l'entre-deux-tours français. Vincent, je vous redonne la parole sur le sujet. Bon, alors c'est vrai que cet entre-deux-tours est assez calme du point de vue des mouvements de marché. Le spread s'est stabilisé. On n'est pas resté à 85, on est plutôt à 70. Les actions rebondissent un peu. Comment vous appréciez ce moment? Est-ce que c'est un soulagement temporaire avec un risque peut-être à nouveau devant nous le 8 juillet prochain? Ou est-ce que c'est le signe que le marché a intégré l'idée d'une nouvelle gouvernance politique en France, quelle qu'elle soit? Je pense que le 8 juillet, tout se passera bien. C'est plutôt à la rentrée en septembre s'il devait y avoir quelque chose, c'est-à-dire au moment où il va falloir réétablir un budget. Là, ça peut être compliqué, mais à l'évidence, le Rassemblement national qui est aujourd'hui en tête a peu de chances d'avoir une majorité, donc on risque d'avoir un triptyque et il va falloir trouver une forme de nouvelle gouvernance autour de ça. Donc pour les marchés, ça veut probablement dire une forme de statu quo économique. Alors c'est pas satisfaisant pour les partenaires européens qui nous ont déjà mis sous surveillance. Oui, le statu quo pour la France, ça veut dire un déficit qui continue de filer et qui, à fin mai 2024, est plus important que le déficit qu'on avait à fin mai 2023. Hein. Donc c'est ça le statu quo. Hein. C'est ça, mais en même temps, ça veut dire que la France continue de dépenser, d'entretenir sa croissance et d'avoir une forme de prévisibilité sur la croissance et le rythme de déficit budgétaire ou de dette français. Donc d'une certaine manière, je force un peu le trait, mais oui, ce sont des mauvaises nouvelles de ne pas essayer de remédier à ces différents problèmes, mais en même temps, vous avez une visibilité pour l'investisseur qui peut trouver du coup dans l'investissement en France une forme de satisfaction à venir placer son argent à la fois sur les actions et sur les obligations. Bon. Le rendement obligataire, il a un petit peu monté, mais rien de choquant, mais on voit bien la tendance de fond. En 2005, le différentiel de coût d'emprunt avec l'Allemagne, 0. Avant la Covid, 30%.
points de base. Avant les élections européennes, 50. Et aujourd'hui, on tournicote autour de 70 à 80 pour essayer de donner une fourchette. Et on est aujourd'hui sur un coût d'emprunt qui est celui du Portugal, alors que la note du Portugal n'est pas la nôtre. Ce qui veut dire que le marché intègre déjà à la fois une dynamique de non-respect des déficits budgétaires et de dégradation de la dette française structurelle et une dégradation à venir de la notation de la France. Le marché se berce pas d'illusions sur ce qu'est la France aujourd'hui et ce sera encore le 8 juillet. Donc la question, de ce point de vue-là. Donc la question, elle est plus de savoir si le gouvernement qui sera en place fera quand même quelques investissements, ou est-ce que les dépenses somptuaires entre guillemets seront pour faire plaisir à telle ou telle partie de l'électorat, et là ça veut dire une dégradation additionnelle non souhaitable par les marchés de la dette et du déficit. Comment on gère la contrainte économique, notamment la contrainte en termes de finances publiques, si demain, effectivement, alors la France est ingouvernable, ou en tout cas sans majorité claire, absolue, pour diriger? Parfois, la politique influence beaucoup les marchés. En général, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et ça permet de voir le cas du Royaume-Uni. On a l'impression qu'il y a une unité, en tous les cas, vu l'engouement pour voter pour le Labour. Et quand on regarde la France, on voit bien qu'on a un pays fragmenté. Et les marchés, devant l'incompréhension de la décision, on est passé tout de suite à la forte inquiétude, parce que ce qui était proposé était souvent des politiques qui allaient créer du désordre. En rupture. En tous les cas, en rupture de ce que propose le Labour. Du désordre pour les marchés. La lecture, on le sait, hein, si on prend que la dette française, elle est détenue à moitié par des étrangers qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe en France, mais ils voyaient bien qu'il pouvait y avoir ils ont des problèmes à l'intérieur du pays comme dans ses relations avec le reste de l'Europe. Et aujourd'hui, avec le premier tour des élections, et là où on semble se diriger, c'est plutôt... Il ne reste plus que l'incertitude. Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Et cette incertitude, comme l'a dit Vincent, se situe aujourd'hui, on est passé par 80 points de base, on est à 70 points de base sur la différence entre le spread à 10 ans français et allemand. Et nous, on pense qu'on risque de rester là un certain temps. Il y a une prime, et c'est normal que les marchés vont donner à la France. Et donc, ça va nous coûter plus cher de nous endetter, et ça va peser davantage sur le déficit. Et donc, les incertitudes aussi, c'est dans la dynamique qui suit. C'est-à-dire, comme vous le disiez, Grégoire, le déficit va continuer à monter, davantage qu'avant, parce qu'on va payer plus cher. Plus vite encore que l'an dernier. Tous les taux ont monté, comme vous le savez, sur les derniers 2-3 mois, et notamment le français, forcément. Et donc, on va payer plus cher, et c'est un élément d'incertitude, d'autant plus que, comme vous le savez, on avait arrêté le fameux pacte de croissance, on a établi des nouvelles règles, pas forcément plus souples, mais en tous les cas de nouvelles règles. On l'a remis en place là, d'où cette mise au pilori, non seulement de la France, il y a 7 pays qui sont avec la France, et pour respecter le pacte, et qui est toujours cette idée qu'il faut que la dette baisse, et surtout que le déficit soit en dessous de 3%. Et comme nous, on est à plus de 5, il va falloir faire quelque chose. Et l'idée, c'est que tous les ans, pour y montrer sa bonne foi, au moins 0,5% de déficit structurel. Le calcul peut être compliqué. Il faut qu'on fasse ce travail. Si on ne le fait pas, forcément, ça créera des tensions, parce qu'on n'a pas pratiqué. Avant, on avait des règles comme ça, et personne n'a payé d'amende, etc. Cette fois-ci, est-ce que ça sera différent ou pas? Et ça, c'est la relation de la France avec le reste de l'Europe, et ça sera un élément de prime sur les actifs français qui restera. Et la prime, c'est 70-80 comme aujourd'hui, ou dans un contexte où on ne fait rien, et si à 12 mois, on n'est pas capable de montrer des signes, et j'allais dire même d'engager des mesures correctives du déficit, est-ce que ce n'est pas plutôt 100, 125, 150 qui nous attendent à un moment? Alors, le stress qu'on vient de vivre, et qui pourtant a été important, montre qu'il n'y a pas cet appétit-là, d'abord parce que beaucoup de gens
trouve que la dette française dans l'Europe, c'est le bon jouet pour participer à ce qui se passe en Europe, le risque européen. Et donc, nous, on pense que 70, ça semble raisonnable. Est-ce que c'est complètement raisonnable? C'est votre question. Je ne sais pas. À court terme, nous, ça nous semble raisonnable que cette prime reste et qui est finalement assez faible. Alors, ça nous met au-dessus du Portugal, mais toujours en dessous de l'Espagne et l'Italie. Ou de l'Italie. Il n'empêche que c'est quand même une prime. Alors ça, c'est quand même l'actif sans risque français et avec une prime supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe pour les marchés sur le reste? Quelle sera la trajectoire économique de la France? En partie, elle va être déterminée quand même par les politiques publiques. Est-ce que, comme au UK, il y aura de la stabilité qui sera proposée? On l'espère. Et c'est pour ça que si on a un gouvernement qui peut être formé avec toutes les bonnes volontés, ça serait quelque chose de positif parce qu'il y aura un peu de stabilité. Tout le monde cherchera cette stabilité après, ou le désordre, en tous les cas, l'inquiétude. Il n'empêche que ça pose problème de où on va. Et pour les entreprises, ça sera le sujet. Maintenant, il y a une dynamique, et c'est le coup de chance pour tout le monde, y compris pour le Royaume-Uni, pour les autres pays. On a une petite reprise qui était là, un petit vent porteur pour l'ensemble du monde. On était tous en train de se battre contre l'inflation. On y est presque. Il y a encore, on voit bien, de l'hésitation. Ça va se faire. Tant mieux, ça arrive au moment où les banques centrales vont baisser les taux. Et ils vont baisser les taux. La BCE va continuer de baisser ses taux. C'est notre avis. Peut-être plus lentement, parce que c'est un peu plus difficile au UK, même si je pense que la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle valait plus ou moins, en tous les cas, nous orienter vers cette baisse, même si eux, ils ont plus de problèmes que nous. Il n'empêche qu'on va dans ce sens. Ça devrait aider la reprise. Alors, est-ce qu'on va être les voyageurs un peu clandestins, les passagers clandestins dans cette idée? C'est possible, mais il n'empêche que c'est positif. Ça va nous aider pour nos finances publiques. Donc aujourd'hui, nous, pour l'instant, on est très prudent parce qu'on ne sait pas lire dans la mare de café et on pense que les choses devraient être soulagées. Les actifs qui ont beaucoup souffert, déjà, ils commencent à corriger. C'est positif, mais et l'Europe est pas chère, Vincent l'a dit, et donc c'est intéressant d'aller se diversifier. Donc tout le cas d'investissement, c'est pas effondré avec les élections françaises et les résultats qu'on pressent. On voit que c'est pas le cas. Et on verra lundi. Oui, on en reparlera. Mais c'est ce qui se profile. Et si on veut être optimiste, si on veut être pessimiste, évidemment, on peut mettre des scénarios. Les chiffres qu'on veut. Non, mais je pense que... Et nous, on essaie d'être un peu objectif et réaliste sur ce qui peut se passer. Et on a senti ce que le marché voulait ou ce qu'il jugeait. Et nous, c'est notre travail de comprendre ce que veut le marché. Et nous, on voit que les choses s'apaisent. Bon, Paul, sorti de l'émotion française, comment vous regardez ce qui se passe en France? Est-ce que c'est un grain de sable quand même qu'il faut surveiller ou un caillou dans la chaussure? Est-ce que ça vient casser un peu le cas d'investissement européen ou est-ce que c'est un sujet qui se réglera à la Truss, à la Mélanie, j'en sais rien, mais qui trouvera une solution dans un cadre européen tel qu'il est défini aujourd'hui? Je crois que sur le court terme, il y aura une solution plus ou moins convenable pour les marchés. Selon les sondages que j'ai vus ce matin, après l'accord entre la gauche et le centre de retirer leur candidat, le RN aura peut-être à peu près 200 sièges au lieu de quelque chose qui pouvait approcher 300. Donc, je crois qu'il y aura un équilibre entre les trois blocs qui sera beaucoup plus... Donc, ça sera beaucoup plus équilibré qu'on avait imaginé. Moi, je suppose qu'il y aura une solution qui sera une espèce de... quelque chose d'administratif. Ça peut être une espèce de technocrate ou un gouvernement qui continue de faire le minimum juste pour que le pays puisse fonctionner, donc de passer le budget. Passer les JO déjà? Non, mais c'est des trucs tout bêtes, mais... Et on a vu ça. Ça compte. Donc, on a vu le côté technocrate en Italie, on a vu l'autre cas de figure aux Pays-Bas, en Espagne, à la Belgique. Mon impression, c'est que j'ai l'impression qu'en France, c'est le genre de solution
qui peut moins fonctionner peut-être qu'ailleurs. C'est-à-dire que... Peut-être. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'à l'issue de ce résultat de scrutin, j'ai pas l'impression que les électeurs français attendent la venue d'un grand technocrate européen, comme on a pu saluer l'arrivée de Mario Draghi en Italie à un moment, par exemple. Oui, mais pour moi, le risque, donc peut-être la solution est peut-être moins effrayante qu'on avait imaginé il y a quelques semaines. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est abîmé dans le cas français pour vous. Mais le problème, c'est que c'est un problème qui s'écarte. Oui. Donc, au moins, dans 3 ans, il y aura des élections présidentielles et législatives, et peut-être entre-temps encore des élections pour le Parlement. Mais dans 3 ans, selon ce que j'ai vu, la dernière fois, Marine Le Pen était très proche, et selon ce que j'observe, elle est encore plus forte aujourd'hui, et si l'économie française ne se réétablit pas, que la situation économique pour les individus ne s'améliore pas, je crois qu'il y aura une tendance dans 3 ans de partir encore plus vers les extrêmes, et donc on sera confronté par une président et un gouvernement extrême droite. Et donc, les marchés seront confrontés par cette situation. Ce scénario-là, possible, mais il restera comme une épée de Damoclès pendant les 2-3 ans qui viennent. Et le problème pour les marchés européens, c'est l'impact sur le projet européen. Ah oui. Et je crois que c'est ça qui a fait peur. Donc, il y avait une augmentation des spreads ailleurs dans la périphérie. Et déjà, c'était toujours la France et l'Allemagne. Il y avait des problèmes de relations entre les deux depuis un certain temps. Les choses étaient en train de s'améliorer. Maintenant, peut-être ça s'est gâché. Mais si le projet s'arrête, ou peut-être on prend des pas en arrière, on a Meloni en Italie, on a le problème aux Pays-Bas. Il y a des gouvernements un peu partout maintenant, pas partout, mais dans certains endroits, qui s'y opposent au projet européen. En tout cas, le projet fédéraliste européen tel qu'il a été pensé, oui, ça c'est sûr. Ils aiment bien l'argent européen, mais pas les règles et les lois. Mais ça peut provoquer des crises dans la périphérie, et la France, en faisant partie du problème, éventuellement, il peut y avoir ces problèmes. Mais pour l'instant, j'ai rien changé. Vous n'avez rien changé dans les allocations, vous attendez. Parce que les marchés réagissent plus rapidement que moi. Vous parlez même d'opportunité, c'est ça, Vincent? Je reprends le terme, vous l'avez écrit, je crois, il y a quelques jours dans une note à vos clients chez WeSave. C'était pour taquiner un petit peu, pour faire un petit peu de provocation. D'accord. Mais pour moi, en fait, la réponse, on l'a sous les yeux tous les jours, c'est 1,08 sur l'euro-dollar. Tant que je ne vois pas, on va dire, en dessous de 1,05, c'est que le projet européen, pour le moment, reste relativement confortablement installé. Pour ce qui est de nos allocations, nous on a eu de la chance, on avait fait un rebalancement un tout petit peu avant, et du coup on avait abaissé le poids de la France dans nos allocations. Parce que ça avait bien progressé. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Oui. Et on avait fait pour le moment il paye pas, mais je reste convaincu que ça devrait être intéressant. On a fait un arbitrage aussi sur la partie américaine. Ouais. On a arbitré une partie du S&P 500 vers du S&P 500 equal weight. Ah. L'idée étant de se méfier un petit peu des publications de résultats sur les majors qui tirent tout. Il y a quand même un écart de, on va dire, c'est un trade qui n'a pas marché. Jusqu'à présent, c'est le trade qui n'a pas marché. Il y a un bon 10% d'écart de performance entre le S&P equal weight et le S&P traditionnel, et ça s'est vraiment fortement écarté, on va dire, depuis 2-3 mois maintenant. Donc pour nous, il y a quand même un peu de méfiance à avoir de ce côté-là. Donc ça permet de rester exposé sans en prendre forcément tous les risques.
Ouais. Bon, sur la logique d'investissement qui vous intéresse Nous, on est assez prudents, on est resté assez prudents. C'est vrai qu'on avait réduit, parfois par chance et par conviction, un peu l'Europe, mais on reste quand même investi. On est assez neutre surtout, hein, en attendant que les choses mais on reste investi. On n'est pas du tout dans le camp de la peur, disons. Oui, et les donc, fondamentaux, on n'a plus tellement le temps de développer, mais c'est ce que vous disiez, il y a quand même un vent de reprise, en tout cas en Europe, dans les émergents qui soufflaient, des banques centrales plus forward-looking, avec quand même des baisses de taux à venir et déjà mises en place. Cet environnement-là, il perdure, quoi. Oui, bien sûr. Non, et qui reste porteur. C'est-à-dire qu'on se dit, s'il y a 3 ans, malgré ce qu'a dit Paul sur le cas terrible qui serait pour la France, qui est beaucoup de troubles, en tous les cas, qui cassent la croissance. Mais sinon, nous, on est assez favorable. Toujours, on est sur l'Europe. On pense qu'il y a, non seulement parce qu'on a des valorisations qui sont attrayantes pour continuer à avoir une progression. Et donc, nous, si on compare l'Europe aux États-Unis, on se dit qu'en Europe, il y a quand même de l'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui sont pas chères. Aujourd'hui, encore moins chères en France, certaines. Et quand on regarde les États-Unis, c'est vrai, on a un cas de figure qu'on n'a pas vécu, on n'a pas vu souvent. On l'a vu, mais on n'a pas à cet extrême. C'est quelques entreprises qui sont des monopoles. Donc, des monopoles comme ça, on n'en avait pas connu. Et qui continuent à progresser de façon très vive et qui portent le marché américain. Donc, il faut être pas complètement absent, mais il faut être prudent sur la dynamique, le momentum qu'il y a sur le marché. Et il y a toutes les entreprises américaines qui sont à la traîne. Elles restent très à la traîne. Quand on fait l'indice S&P à poids équivalent, on voit bien que tout le monde ne performe pas. Et donc, ça tend, si le cycle américain reprend, ça ira mieux. Mais ce n'est pas pour tout de suite. On voit bien que les États-Unis décélèrent, pas trop, mais ils décélèrent, que le deuxième trimestre va être pas très bon. Et nous, on a l'air d'accélérer un tout petit peu. Donc, on se dit que peut-être l'Europe fera mieux que thèse. La thèse reste valable. Voilà, mais avec prudence. Paul, pour conclure avec vous sur ce qui vous intéresse dans le marché aujourd'hui, là. Oui, j'allais dire, oui, je suis surpondéré dans les actions européennes, zone euro, parce qu'il faut toujours comparer avec d'autres choses. Et aux États-Unis, hyper cher, une économie qui ralentit, et moi j'ai peur peut-être une récession, pas très, très profonde, mais quand même une petite récession aux US, et quand même on a des problèmes politiques en Europe, certes, mais regardons la situation aux US. Les US ne déméritent pas, oui, effectivement, de ce point de vue-là. C'est ce qu'on signale depuis le début de la... On n'aura pas eu le temps de parler des US, on en a parlé dans d'autres émissions, on en parlera évidemment largement encore, au moins jusqu'au 5 novembre prochain. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Paul Jackson, Invesco, Vincent Lecartier, WeSave et Sébastien Paris-Sorvitz, LBP-AM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion thématique qu'on aborde régulièrement avec Ronnie Michalil, président de Galilée Asset Management, à mes côtés. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Généralement, vous venez décrypter une des 25 grandes thématiques d'investissement que vous analysez avec votre outil chez Galilée, le codex des thématiques. Comme nous arrivons et comme nous avons passé même la mi-année 2024, nous faisons cette fois le palmarès semestriel des grandes thématiques de marché que vous analysez avec tout d'abord, j'allais dire, un palmarès assez traditionnel et un podium avec les meilleures performances, pour le coup, c'est la mesure quand même qui fait référence de ce point de vue-là. Et puis à l'inverse, le flop, les pires performances qu'on a pu observer dans ces grandes thématiques d'investissement sur les 6 premiers mois de cette année. Qu'en est-il, Ronnie ? Exactement, on appelle ça le top 3 et flop 3. Et donc, directement, je vous ai emmené le tableau avec le podium, robotique et IA en première avec plus 16% cette année. Deuxième, gaming et métaverse. Et troisième, l'économie numérique, talonné par le MSCI World.
en vérité, qui se place quand même assez haut, on le verra tout à l'heure, puisqu'il n'y a que 5 thématiques sur les 25 qu'on regarde qui le battent, le MSCI World, depuis le début de l'année. Alors, l'année est encore longue, hein, mais effectivement, le MSCI World a une performance assez robuste quand même. Merci le Nasdaq. Enfin, je rappelle, sous votre contrôle, mais si vous achetez l'indice, un ETF MSCI World, vous êtes exposé au moins aux 2 tiers au marché américain. Et dans les 2 tiers du marché américain, il y a une bonne partie qui revient à la tech US et au Nasdaq, quoi. Absolument, absolument. Mais pour être tout à fait honnête, merci au Nasdaq dans robotique et IA, dans gaming et metaverse, et dans économie numérique aussi. Mais c'est cohérent. Voilà. Et puis dans le flop 3, on a tourisme et loisirs qui a fait une bonne année l'année dernière, mais qui cette année est un petit peu en recul. Alors recul modéré quand même. Et puis on a 2 thématiques, défis alimentaires et énergie propre, qui ont déjà fait une mauvaise année l'année dernière et qui continuent, surtout pour la thématique énergie propre. Là, c'est vraiment catastrophique. En plus, on voit à côté, donc dans la deuxième colonne, la volatilité. Tout cela, pour la thématique énergie propre, se fait dans une volatilité quand même assez importante. Donc voilà, au niveau du top 3 et du flop 3, on a ces thématiques-là, et notamment gaming et métaverse, économie numérique, qui ont encore une volatilité assez contenue, qui ont fait une bonne année l'année dernière et qui refont une bonne année cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs spécifiquement, là, au moins sur les 3 premières, là, si on prend économie numérique, gaming et métaverse, robotique et IA, sur économie numérique, qu'est-ce qu'il y a à dire précisément sur la performance? Tout à fait. Alors on peut voir maintenant ici en graphique, on a le MSCI World en pointillé noir qui talonne vraiment les thématiques du top 3, et puis vous avez en rouge, en marron, et puis en vert, les 3 thématiques du flop 3 qui sont bien loin derrière. Donc si on prend économie numérique en jaune, ici, elle a bien progressé. C'est une thématique qui a bien profité de sa corrélation à la croissance US, 0,85% de corrélation avec le MSCI Growth quand même. Bien sûr, une belle saison de résultats aussi. On a Netflix qui a bien publié, plus 40% year-to-date quand même Netflix. 9 millions d'abonnés en plus, ça fait 15 sur janvier et mars, ça fait quand même 15% par rapport à l'année dernière sur la même période de plus. On a Amazon, presque plus 30 depuis le début de l'année, qui a bien publié aussi. De manière générale, on peut dire que c'est une thématique qui est portée par les nouveaux modes de consommation post-Covid, bien sûr l'ubérisation, bien sûr la digitalisation du shopping, mais également l'économie de la flemme. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Du canapé, c'est ça, oui. Ouais, exactement. Et il faut savoir, selon la Banque mondiale, quand même, que l'économie numérique, c'est 15% maintenant du PIB mondial, et que ça croît 2,5 fois plus vite que le PIB reste du monde, que le monde dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire de gaming et métaverse? Tiens, là, ça nous amène peut-être un peu aussi à l'économie de la flemme. Un petit peu. Alors, gaming et métaverse, plus 46% l'année dernière. On continue cette année, plus 14% cette année. C'est une thématique qui ne peut pas s'analyser sans le prisme de l'IA, c'est clair. Mais il y a aussi dans cette thématique des sociétés qui sont liées aux semi-conducteurs et des sociétés qui sont liées au cloud. Au cloud, pourquoi? Parce que dans le gaming, maintenant, après les consoles de dernière génération qui sont sorties dans les années 2020, on va dire, maintenant, les grandes entreprises éditrices de jeux vidéo travaillent à des consoles carrément virtuelles, à l'absence de consoles, où tout se passerait maintenant sur le cloud. Donc effectivement, il y a des entreprises du cloud qui sont bien impliquées également dans cette thématique. Il y a également un fort développement du métaverse. C'est plus vraiment le monde un peu virtuel, loin des réalités qu'on connaissait. On commence à utiliser le métaverse vraiment dans le business model des boîtes, notamment les boîtes de construction qui vont, avant de construire un immeuble, par exemple, faire des plans sur le métaverse maintenant. Donc le métaverse a un taux de croissance de 44% estimé d'ici à 2028, et Meta fait plus 40 depuis le début de l'année. Et puis enfin, donc le leader, toute catégorie confondue, si je puis dire, toujours autour du digital dans son ensemble. Là, on parle de robotique et IA qui continue sur sa lancée. Absolument. Alors, plus 51% l'année dernière. Oui, c'est ça. C'était la deuxième thématique l'année dernière, médaille d'argent, on va dire. Et plus 16% cette année, donc médaille d'or cette année. On a
Nvidia, évidemment, dans cette thématique, plus 150% depuis le début de l'année. On a Qualcomm dans les semis, plus 41%. Et puis Intuitive Surgical, plus 32% depuis le début de l'année, un petit peu plus dans le médical. Et ici, on voit le graphe du PI. Alors, c'est le PI versus le MSCI World. Le MSCI World étant bleu marine, noir en dessous, on voit que ça reste plus cher que le MSCI World, évidemment, mais quand même, on a une normalisation finalement du PI, malgré ces hausses-là que je vous ai annoncées, Nvidia, etc. On a une normalisation du PI. Parce que les résultats progressent très vite. Parce que les résultats progressent très vite, parce qu'il y a un engouement sur l'IA qui s'explique par le fait qu'on attend 1300 milliards d'euros d'investissement d'ici 2032. Et il y a un deuxième catalyseur qui est la robotique, puisque c'est robotique et IA, c'est une thématique bicéphale, avec bien sûr beaucoup de passerelles entre l'IA et la robotique, mais aussi la progression des valeurs japonaises qu'il ne faut pas oublier et qui font quand même 20% de cette thématique. Donc je vous ai ramené, pour finir sur cette thématique, un graphique sur la popularité du terme IA. Alors ça c'est Google Trends de Google Analytics. Il y a un avant, un après de ChatGPT. Oui, clairement, sur la popularité, la démocratisation, sur les recherches de Monsieur Tout-le-monde sur l'IA, clairement, il y a un décollage à partir de 2023. Un mot rapide des 3 moins bonnes thématiques, que ce soit tourisme et loisirs, défis alimentaires ou encore énergie propre, Ronnie, sur leur contre-performance de ce semestre. Oui, alors on peut commencer par la moins pire, c'est tourisme et loisirs. Donc une baisse qui est modérée. Voilà, il y a des fortunes diverses dans cette thématique. Il y a les avionneurs, Airbus et Boeing. Bon là, pour Airbus, il y a eu des difficultés de livraison. Et pour Boeing, alors j'en parle même pas. C'est vraiment c'est structurel, visiblement. Voilà, tout à fait. C'est une série noire. Ça bat de l'aile sans jeu de mots. Et donc, on reste quand même assez positif, malgré tout, pour cette thématique pour le deuxième semestre, parce que l'arrivée des touristes internationaux dans le monde a atteint 97% de son niveau pré-Covid. Donc, on est quasiment revenu à la normale. Une hausse de 20% entre janvier et mars par rapport à l'année dernière. Et en dehors des avionneurs et de ce genre et leurs sous-traitants, en vérité, on a Hilton Worldwide dans l'hôtellerie qui, elle, progresse de presque 20% year to date. Donc, effectivement, on retrouve un peu de confiance sur cette thématique. Encore une fois, très bonne année l'année dernière. On respire un petit peu moins. Je comprends. Moins 2 cette année, 25% l'année dernière. Bon, c'est un peu cyclique. À l'inverse, défi alimentaire, c'est peut-être une thématique défensive, effectivement, là, qui accuse une baisse de 6% sur l'ensemble du premier semestre. Alors oui, défi alimentaire, c'est une thématique qui a clairement été rattrapée par le poids de l'inflation, ce qui est très négativement corrélé au secteur de la consommation qui représente une bonne partie de cette thématique. Donc ça a largement pesé sur les marges bénéficiaires des sociétés. Et également, on a l'importance du coût d'emprunt qui devient une limite à l'investissement, parce que dans la partie agriculture de cette thématique défi alimentaire, on a des agriculteurs qui hésitent à acheter des équipements coûteux à cause des taux d'emprunt élevés et de la baisse de la rentabilité des récoltes, puisque les matières premières ont rebaissé, comme vous avez pu voir. Et on a une société, par exemple, Direnco, qui fait des tracteurs, machines agricoles, etc., qui est en baisse de environ 7% depuis le début de l'année. Enfin, la green tech, les énergies propres, vous le disiez, 23 a déjà été une année noire et 24 est parti dans cette lancée-là également. Ouais, dégringolade pour cette thématique réellement. Ça fait plusieurs mois maintenant que c'est très très compliqué. Moins 13 l'année dernière, moins 13 quasiment cette année. Donc tout ce qui est clean tech, green tech, c'est bien sûr du high growth. Donc tant que la croissance est là et que les taux d'intérêt sont bas, ça porte le cours de bourse, surtout que c'est des boîtes très innovantes. Mais évidemment, lorsque les taux remontent, ça vient anéantir le fragile équilibre qui permet à ces sociétés innovantes de survivre. Et donc, seuls des grands groupes implantés style Engie s'en sortent bien. On a une boîte comme Plug Power, moins 48 depuis le début de l'année sur les batteries à hydrogène. Donc c'est très compliqué pour cette thématique. Bon, il nous reste 1 minute. Quelles sont les quelques thématiques là qu'on peut mettre en avant, que vous souhaitez d'ailleurs mettre en avant, Ronnie, pour vos clients, pour la deuxième partie de l'année 2024 ?
Oui, alors il y en a 3. Il y a Finance du futur, que j'ai eu l'occasion de présenter ici courant du début de l'année, du premier semestre. Alors, une croissance importante, évidemment, sur les fintech, sur la blockchain, qui nous intéresse dans cette thématique. La reprise du Bitcoin, bien sûr, avec le halving qu'il y a eu. Une valorisation raisonnable. Pour s'y exposer 2 fonds, enfin, en tout cas un fonds qui s'appelle Odo Future of Finance et un autre qui s'appelle BGF Fintech. Ouais. Ensuite, il y a cycle de l'eau. Une thématique qui nous intéresse, que j'ai présentée ici le mois dernier, parce qu'elle a un bêta faible, un équilibre croissance-value et une valorisation attractive. Et pour s'y exposer, un ETF, Amundi MSCI Water, et un fonds BNP Paribas Aqua. Et enfin, robotique et IA, on en a déjà parlé. Ce qui nous intéresse, la croissance des bénéfices par action, évidemment, près de 20%. Le pourcentage du CA réinvesti en R&D, très important. Une valorisation qui se normalise, on l'a vu sur l'écran. Et pour s'y exposer, un ETF, iShares Automation and Robotics, et un fonds, Candriam Robotics et Innovative Tech. Attention, thématique très corrélée à ce que représente NVIDIA. Merci beaucoup Ronnie, merci pour votre analyse thématique dans l'émission et ce palmarès des thématiques à l'issue du premier semestre. Ronnie Michali, président de Galilée Asset Management, était l'invité et l'interviewé de ce quart d'heure thématique sur Smart Bourse.